Nous avons donc ici deux psychiatres et je voulais savoir pourquoi, selon toi ou vous deux, si vous voulez répondre, pourquoi on a peur de vous? Qu'est-ce que c'est que ce mot qui fait peur? Ou à partir du moment où on va dire à une personne, tu devrais prendre rendez-vous avec un psychiatre, oh ben non, ça c'est pas possible. Alors effectivement, la psychiatre continue de faire peur, même si on a fait quand même d'énormes progrès, il me semble. Les gens viennent consulter plus facilement. Alors peut-être dans un premier temps parce que la psychiatrie a été longtemps associée à la folie. Parce qu'historiquement, seuls les patients atteints de troubles mentaux extrêmement sévères étaient pris en charge en psychiatrie. Alors pourquoi ces patients souffraient de troubles mentaux extrêmement sévères? Parce qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de traitement efficace. Voilà. Donc c'était effectivement des formes extrêmement sévères. Et d'ailleurs, certaines de ces formes cliniques, qui sont décrites dans des manuels anciens, ont complètement disparu de notre clinique. On ne les voit plus. Parce que, heureusement, aujourd'hui, on fait une démarche beaucoup plus précoce, même s'il y a encore des progrès à faire. Et donc, ce n'est plus, on va dire, la même clinique psychiatrique qu'on voit aujourd'hui, qui a 100 ans, 200 ans, etc. Donc aujourd'hui, on voit heureusement les patients plus précocement, et l'on traite aussi, ce qu'il faut savoir, un ensemble de pathologies, comme dans toute spécialité, et de sévérité variable, allant du petit bobo psychiatrique, si je puis dire, c'est-à-dire de troubles légers et ponctuels, qui se soignent extrêmement bien, jusqu'à effectivement aussi des troubles mentaux plus sévères, chroniques et invalidants, mais encore une fois, comme dans toute spécialité, en cancérologie, en cardiologie, en diabétologie. Voilà. Donc il n'y a pas que des maladies extrêmement sévères, il y a beaucoup de maladies qui ne sont pas du tout sévères et qui se soignent extrêmement bien. Ensuite, donc, par rapport à cette question de l'appréhension, de la peur de la psychiatrie, même si encore une fois, il y a eu beaucoup de progrès dans l'information, la formation, les appréhensions par rapport à la psychiatrie, elles sont aussi probablement liées au fait que les gens ne connaissent pas bien encore cette spécialité, ne connaissent pas les maladies et les traitements possibles. Ça, on y reviendra. On y reviendra. Mais ça fait peur. Aujourd'hui, on voit bien les personnes qui vont consulter disent... je vais voir quelqu'un, en fait. Il met du temps, d'ailleurs. Quand on nous adresse un patient, très souvent, ils prennent rendez-vous 6 mois, 1 an, voire 2 ans après. Donc, ce qui reste en Et puis, ça très se dit long. pas, c'est je vais voir quelqu'un. Et ce qui est effectivement dommage, mais ça, on va continuer de faire des progrès, c'est que une fois que les patients consultent et que ils se soignent, on les soigne, et qu'ils récupèrent complètement, 100% des patients se disent « Mais pourquoi je suis pas venu plus tôt ?» Pourquoi je ne suis pas venue plus tôt? Donc effectivement, c'est ce que disait aussi DRH, c'est qu'il faut communiquer, informer. Il faut aussi partager, ce qui a contribué aussi à faire mieux connaître et puis oser aller en psychiatrie. C'est le partage d'expérience. C'est-à-dire que c'est des pairs, des référents, que ce soit en entreprise, dans la famille, parmi les amis, qui ont témoigné du fait que moi j'ai fait une dépression, moi j'ai eu des attaques de panique, j'ai consulté. Voilà. Ce qui démystifie un peu, ce qui dédramatise un peu effectivement la maladie mentale. En tout cas, pour répondre à cette première question, j'espère qu'en vous voyant toutes les deux, on a envie de tout sauf d'avoir peur, donc j'espère que tout le monde sera d'accord là-dessus. Tu as une question? Oui, une question. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être la crainte du traitement systématique? Il y a peut-être cette image qui traîne encore de je vais voir un psychiatre, je vais repartir avec mes 12 pages d'ordonnance d'anxiolytiques. Alors moi, ce que je dis souvent aux patients, c'est une chance aujourd'hui d'avoir des traitements, des traitements médicamenteux qui sont efficaces, bien tolérés, dont on contrôle la durée et qui permettent aux personnes d'entreprendre ensuite une thérapie de manière un petit peu décalée quand ils vont mieux et de se reconnecter à leur personnalité. Donc merci, les traitements, ça ne veut pas dire que ça va être systématique. Et quand on est médecin, on sait et prescrire et ne pas prescrire. Ça, c'est important comme nuance. Voilà. C'est important de ne pas prescrire aussi. Vous êtes bien placé pour ça. Donc, pas prescrire des médicaments, mais une autre approche. On reste dans la prescription, mais c'est pas forcément un médicament, sauf si ça l'impose. Et là, pas de raison de s'en priver. Et évidemment, nous parlerons des autres approches au fur et à mesure des émissions, puisque c'est un peu aussi le but que nous avons. Et c'est important ce que tu dis, que cette phase de suivi médicamenteux va être contrôlée, et qu'on n'ait pas peur de se dire non, je n'y vais pas parce que je ne prends pas de médicaments, ou je ne vais pas voir un psychiatre parce qu'après je vais être dépendant. Non, voilà. C'est une crainte fréquente. C'est cette crainte, cette dépendance. Il y a beaucoup de médicaments qui ne génèrent pas de dépendance. Voilà.
on contrôle les choses, on en discute, on adapte ensemble. C'est une collaboration entre le patient et nous. Surtout aujourd'hui, la relation patient-médecin a considérablement évolué. Aujourd'hui, c'est une alliance thérapeutique. Et je veux dire, c'est un travail d'équipe, si je puis dire. On a terminé avec la médecine du médecin qui décide et le patient qui, effectivement, tempère. Donc, merci Emmanuel de ta question. Plaisir de mettre le pied dans le plat, et je pense que c'était important, en effet, de pouvoir le rappeler, et c'est un message qui demandera à être à nouveau répété, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Et justement, alors le lien se fait, puisque est-ce qu'on va parler de quelque chose où nécessairement il y a besoin de traitement ou pas? On va s'en remettre évidemment à Véronique. Tu as choisi aujourd'hui comme sujet de fond la dépression. Alors, je pense que ça n'étonnera pas l'OMS si elle continue à nous écouter, puisque je crois que nous avons 300 millions de dépressions dans le monde, donc c'est pas un petit sujet qu'il faut écarter. Et tu as choisi cette thématique-là parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de gens, pour eux-mêmes ou pour l'entourage, et on va justement descendre un peu dans la salle des machines pour y voir plus clair. On t'écoute. Merci Marc. Alors justement, je reviens juste un instant en lien avec l'OMS sur ce que j'avais présenté en début d'émission. C'est sur les 3 dimensions que comporte la santé mentale. Donc il y a la santé mentale positive, on l'avait abordé. Il y a le niveau du syndrome réactionnel. C'est une réaction psychologique en lien avec un événement de vie stressant. Et donc ce niveau-là ne nécessite pas par exemple de traitement médicamenteux, mais par contre il y a une prise en charge nécessaire pour éviter justement une complication, notamment une dépression. Et c'est uniquement, donc je n'avais pas eu le temps d'aborder la 3e dimension de la santé mentale décrite par l'OMS, c'est celle des troubles mentaux, des troubles psychiatriques. Donc là, ce sont des maladies qui sont décrites d'ailleurs dans les classifications internationales. Donc c'est-à-dire que c'est pas le médecin ou le psychiatre qui va faire son petit diagnostic dans son coin. C'est qu'il y a des critères diagnostiques internationaux homologués, validés, standardisés, qui permettent à tous les psychiatres du monde entier de poser un diagnostic sur les mêmes critères. Donc ça, c'est fondamental. Voilà. Donc, et à ce niveau-là, effectivement, il y a nécessité d'une prise en charge psychiatrique spécifique et holistique, comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'on va traiter tous les facteurs qui interviennent dans la pathologie mentale, que ce soit des facteurs de vulnérabilité biologique ou génétique ou des facteurs environnementaux, psychologiques, etc. etc. Donc voilà. Alors, sur la dépression, qu'est-ce que tu peux nous... Pourquoi choisir ce thème de la dépression? D'abord parce qu'effectivement, donc ça a été dit à de multiples reprises dans cette émission, la dépression est une maladie très fréquente. C'est 15 à 20% de la population générale sur la vie entière. Voilà. Premier point. Deuxième point, c'est une maladie bénigne, banale pour nous psychiatres, qui se soigne très bien lorsqu'on la soigne évidemment précocement. Tu as dit c'est l'angine du médecin généraliste. Ça peut être effectivement l'angine du médecin généraliste. Oui. Mais elle reste encore, effectivement, malheureusement, trop méconnue, trop stigmatisée, voire dramatisée. Voilà. Donc il faut travailler sur ce point-là. Donc, en réponse à ta question, Marc, je voudrais aborder quelques points importants concernant la dépression qui vont un peu à l'encontre de nombreuses idées fausses idées reçues sur la dépression. Donc, tout d'abord, la dépression, c'est une vraie maladie. C'est une vraie maladie au même titre qu'un diabète, un cancer, une hypertension artérielle. Ce n'est pas du tout, comme beaucoup le pensent, une fragilité, une faiblesse, une difficulté psychologique. D'ailleurs, la dépression peut toucher tout le monde. Tout le monde peut être concerné, quel que soit le niveau intellectuel, les défenses psychologiques qu'on a, notre niveau socioculturel. Donc c'est une maladie qui peut toucher tout le monde. Voilà. Et y compris, notamment, donc, des patients qui ont d'excellentes ressources psychologiques et intellectuelles. Donc comme en témoigne un nombre important d'exemples de personnages illustres dans notre histoire et dans notre société actuelle. Moi, j'aime bien citer Winston Churchill, qui quand même a contribué à sauver le monde lors de la Seconde Guerre mondiale et qui faisait des dépressions extrêmement sévères. Voilà, donc on ne peut pas dire que c'est quelqu'un de fragile. Soigné, accompagné à l'époque. Alors, avec les moyens de l'époque. Oui, d'accord. Mais voilà. Donc, la dépression ne doit absolument pas être une maladie honteuse parce qu'elle peut toucher tout le monde. Voilà. Donc pour revenir sur le fait que la dépression est une maladie, effectivement c'est une maladie et d'ailleurs qui répond au modèle médical actuel explicatif des maladies, à l'origine des maladies, c'est-à-dire que c'est une maladie multifactorielle. Voilà.
Il n'y a pas une cause à la dépression. Et les causes sont variables d'un sujet, peuvent être variables d'un sujet à l'autre. Voilà. Donc la dépression, elle résulte en effet d'une interaction complexe entre des facteurs de vulnérabilité biologico-génétique, avec des facteurs environnementaux, sociaux, comme des facteurs de stress, des facteurs psychologiques liés à notre fonctionnement, des facteurs liés à notre mode de vie, d'où l'importance de notre mode de vie, on en a parlé régulièrement, et notamment par exemple la consommation de toxiques est un facteur de risque de développer un certain nombre de maladies, notamment des maladies mentales, et puis bien d'autres facteurs encore. Donc, par exemple, une dépression va pouvoir survenir chez un patient à un moment de sa vie où il est vulnérable, du fait d'événements de vie stressants, il va peut-être déclencher effectivement une dépression. Chez d'autres personnes, ces mêmes facteurs de stress viendront décompenser une autre maladie, par exemple un cancer, une maladie métabolique, une maladie cardiovasculaire ou une maladie auto-immune. Ça dépend beaucoup de notre vulnérabilité génétique, du patrimoine génétique dont on a hérité de nos ancêtres, qui va faire que des facteurs extérieurs à la génétique vont favoriser le déclenchement d'une maladie. Mais ça, on peut pas l'anticiper. Ça se mesure pas encore. Ça. Alors, ça se mesure dans le domaine de la recherche, ça se mesure pas en psychiatrie, ça se mesure pas. En cancérologie, il y a des tests qui permettent d'anticiper, notamment certains cancers du sein, certains cancers des ovaires. Oui, sur la dépression. Voilà, la dépression, non. Maintenant, là où on peut anticiper les choses, c'est sur la connaissance des antécédents familiaux, alors qui sont pas encore bien connu en général des patients parce que les générations précédentes, la maladie mentale était quand même très cachée, très stigmatisée. Donc effectivement, quand on pose la question à nos patients, est-ce qu'il y a des antécédents de dépression, de troubles anxieux dans la famille, la réponse, elle est d'emblée non. Voilà. Après, voilà, quand on creuse un peu la question, évidemment, on s'aperçoit qu'il y a des antécédents, mais voilà, qui s'est exprimé différemment. Voilà. Alors, autre point clé, là je me tourne vers toi, vraiment clé, c'est que la dépression touche particulièrement les jeunes adultes. Voilà. 20,8% des 18-24 ans ont fait une dépression en 2021. Or, ces jeunes adultes sont par définition dans une période clé de leur vie. C'est qu'ils ont à la fois la pression, mais aussi le grand bonheur. Jeunes adultes, c'est quel âge ? Alors là on parle de 18-24 ans à peu près. Bon, maintenant, c'est beaucoup plus large. T'entends ça beaucoup, oui. Voilà, c'est plus large. Ça commence un peu avant. C'est un jeune adulte maintenant va un peu au-delà des 24 ans. Donc, c'est une tranche d'âge qui a à la fois la pression, mais aussi le grand bonheur de devoir construire leur vie, personnelle, affective, professionnelle. Et pour ça, ils ont besoin de toute leur énergie, de toutes leurs ressources pour pouvoir réaliser et mener à bien leur projet de vie. Voilà, même si on a toute la vie pour mener des tas de projets, c'est quand même une période particulière où on a cette pression-là. Donc il est absolument crucial de traiter une dépression pour permettre à ces jeunes de mener à bien leur projet. D'autant plus qu'effectivement, ça touche particulièrement les jeunes pour des raisons environnementales, donc on a parlé à de multiples reprises aujourd'hui, mais aussi pour des raisons liées à notre spécialité, c'est-à-dire que la majorité des maladies mentales de l'adulte démarrent chez l'adulte jeune. Les premiers épisodes de toutes les maladies mentales, en général. Alors, c'est intéressant, et il faut qu'on fasse une toute petite pause de minute, parce que, Alix, j'imagine, si tu dis à un jeune, je te laisse la parole, là, évidemment, mais à 17 ans ou 18 ans, voilà, t'es en dépression, il va falloir que tu ailles en psychiatrie. Je sais pas comment c'est vécu. Alors, comment te dire dit comme ça, je pense que tout le monde le ressent un malaise. Alors, je pense que... Alors, je vais parler au nom des jeunes, mais globalement, je pense que tout le monde peut avoir cette subtilité ou ressentir ça, pardon. Mais les jeunes ne veulent pas être réduits à un trouble. Pour eux, c'est pas juste un diagnostic. Ce qu'ils recherchent, c'est comprendre comment on fonctionne, c'est trouver du sens, ce qui nous fait du bien, ce qui nous plombe. On est une génération aussi où on a appris à s'adapter à tout ce qui nous entoure. Et on le voit... je fais souvent le lien avec les réseaux sociaux parce que c'est souvent là où on va chercher un petit peu les nouvelles tendances et ce qui fait écho chez cette génération. Alors 18-24 ans, cette tranche d'âge me fait penser c'est plutôt l'âge étudiant, on va dire, là où il se passe aussi beaucoup de bouleversements pro et perso. Donc voilà, on ne veut pas être réduit à un trouble, on veut comprendre. On voit beaucoup de tendances qui émergent sur les réseaux sociaux, sur le bien-être, le sport. On voit d'ailleurs qu'il y a une augmentation
des inscriptions au sport très récemment chez les jeunes, surtout post-Covid. Donc il y a un vrai besoin de rapport à soi et au corps qui a changé. Et le mental, on fait vraiment une unicité du corps et de ce qui se passe dans la tête. Alors effectivement, personne n'a envie d'être réduit à une maladie. Hein. Effectivement, et d'ailleurs, on est très attentif quand on parle de quelqu'un qui a une maladie, on ne va pas dire il souffre d'un trouble de l'humeur, d'un trouble bipolaire, on ne va pas dire il est bipolaire. Et c'est quand même, alors que paradoxalement, ils n'ont pas envie d'être réduits à la maladie, mais paradoxalement, les termes psychiatriques sont passés dans le langage courant où t'es schizo, t'es dépressif, t'es dépressif. Donc c'est un paradoxe, hein, là. C'est difficile. Oui. Mais donc et puis par rapport à ce que tu dis sur effectivement les jeunes effectivement ont besoin d'une approche globale par rapport à leur santé. Bien évidemment, ça, alors pour le coup c'est le thème principal de cette émission, c'est que ça a été répété par différents intervenants. L'approche aujourd'hui médicale, alors qui est dans notre spécialité une évidence depuis longtemps, parce que nous on est aux confins de la médecine et de tas d'autres champs comme la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, la vie. Donc on prend ces éléments-là en compte. Mais donc aujourd'hui, c'est dans la médecine en général, Guillaume Bonneau en a parlé, c'est une approche holistique. Et comme on sait en plus que les maladies, elles sont multifactorielles, il y a des tas de facteurs qui interviennent. Donc si on se contente de traiter que on va dire la partie biologique de la maladie, si on ne prend pas en compte les autres facteurs qui ont pu contribuer à cette maladie-là, on expose le patient à un risque de rechute très important. Voilà, donc c'est vraiment important d'avoir une approche globale. Alors, Véronique, je sais que tu as ton fil à suivre, et moi j'en ai un autre, et il faut absolument qu'on se pose à l'heure, et j'ai encore 2 ou 3 questions à poser aux uns et aux autres. Est-ce que tu peux juste nous dire, pour rassurer un peu les spectateurs, les traitements, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que tu peux dire sur les traitements? Donc, tu veux pas que j'aborde la clinique? Non, les traitements, s'il te plaît. On reviendra dessus plus longuement, évidemment. Alors, je rappelle qu'effectivement, il est donc primordial de traiter correctement une dépression, d'autant plus que c'est une maladie qui se soigne très bien. Aujourd'hui, on a des traitements et des psychothérapies qui sont efficaces contre la dépression et d'autres outils encore, qu'on abordera une autre fois. Et donc, comme je viens de dire un instant, la dépression étant une maladie multifactorielle, elle nécessite une prise en charge holistique globale, prenant en compte la personne, ce qu'elle est, sa vie, son fonctionnement, son histoire, et ainsi que donc les différents facteurs qui ont pu intervenir dans le déclenchement de la dépression, qu'on va identifier au début de la prise en charge. Il y a toujours 3-4 entretiens préliminaires pour faire connaissance et nous permettre de donner un avis diagnostique et de justement identifier les facteurs qui peuvent être à l'origine de la dépression. Donc, il est crucial, encore une fois, de traiter une dépression, car une dépression non traitée, évidemment, elle s'expose à des complications qui peuvent être extrêmement graves. Mais ça, c'est valable en médecine pour toute maladie. Une simple angine bactérienne, un streptocoque, qui n'est pas traitée, elle peut se compliquer encore aujourd'hui d'une atteinte cardiaque avec un rhumatisme articulaire aigu qui peut être fatal. Vous voyez, une simple angine, si on ne la soigne pas correctement. Oui, c'est pareil, en fait. Et de la même façon, le médecin généraliste ne va pas mettre un antibiotique systématiquement quand il y a une angine. L'angine virale ne se traite pas par les antibiotiques. Quand c'est bactérien, on met en place. Mais si on ne met pas en place, on s'expose à des risques importants. Et donc, parmi les risques, il y a des risques aigus, mais il y a des risques aussi chroniques. C'est notamment, elle peut conduire à un handicap très sévère et durable et à un décès prématuré, par suicide, mais aussi pour d'autres causes de décès. Voilà. Elle peut aussi se compliquer d'autres troubles mentaux, ce qui peut être parfois compliquer un peu le diagnostic, parce que quand on voit un patient, quand on voit un patient qui arrive, alors nous psychiatres, même si on voit de plus en plus des patients très précocement, on en voit aussi qui arrivent tardivement. Et lorsqu'il y a eu des complications, des comorbidités, ce qu'on appelle, que ce soit des troubles addictifs, une dépression chronique résistante, une altération du fonctionnement de la personnalité, c'est parfois difficile de faire la part des choses. Voilà. Ensuite, la dépression non traitée, indépendamment de toutes ces complications graves, elles ont des conséquences parfois très graves dans notre vie, personnelle ou professionnelle, que ce soit effectivement des ruptures de couple, des drames familiaux ou des difficultés professionnelles. Voilà. Et on peut espérer en sortir?
Oui, c'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis un instant. Bien évidemment, ça se soigne très bien. Hein, C'est ça on qui est s'en remet important. très bien. Voilà. Autre point important, c'est que c'est une maladie qui engendre une souffrance pour soi. Hein. Il y a un décalage entre l'importance de la souffrance et la sévérité de la gravité. Voilà. C'est-à-dire que c'est une maladie qui peut sembler extrêmement grave pour le patient et l'entourage parce que les manifestations symptomatiques peuvent être impressionnantes. Mais à côté de ça, c'est une maladie qui n'est pas grave, qui se soigne très bien. Voilà. Qui n'est pas grave, ça c'est important. Qui n'est pas grave. Enfin, il faut savoir, on parlait des traitements il y a un instant, hein, et c'est effectivement une problématique avec les jeunes. C'est que la prise en charge et le traitement de la dépression, comme toutes les maladies, sont définis et encadrés par des recommandations officielles de traitement, nationales et internationales. C'est-à-dire qu'un praticien, un psychiatre, quand il a traité, en l'occurrence une dépression, il ne va pas faire son traitement à sa sauce, si je puis dire. Hein. Il doit respecter, bien évidemment, les recommandations officielles de traitement. Donc c'est très encadré, voilà. Même si, évidemment, on les adapte à chacun. Alors, pour répondre plus directement à ta question, dans les recommandations actuelles, le traitement des épisodes dépressifs majeurs d'intensité sévère à modérée, c'est la psychothérapie, hein, en première intention. Il n'y a pas nécessité de mettre en place un traitement antidépresseur. Si la dépression légère à modérée s'améliore et guérit, on s'arrête là. Si la psychothérapie n'est pas efficace, dans un second temps, et que la dépression s'aggrave et devient sévère, il faudra mettre en place un traitement antidépresseur. Le traitement des formes sévères nécessite la mise en place, d'emblée d'un traitement antidépresseur. C'est très important. Sans antidépresseur, on ne pourra pas traiter. Donc, bien évidemment, associé à des tas d'autres mesures thérapeutiques, hein, les psychothérapies adaptées, avec des temps de prise en charge. C'est-à-dire que la priorité, au départ, c'est de traiter la dépression, traiter la maladie, soulager le patient, lui permettre de retrouver un fonctionnement normal. Et parce que quand on est déprimé, on voit tout au travers du filtre de la dépression, c'est-à-dire on interprète tout de façon très négative, pessimiste, voire persécutive. Et du coup, on n'est pas capable d'avoir un avis éclairé, un raisonnement éclairé sur des éventuels choix qu'on doit faire. Par exemple, moi je dis à un patient qui effectivement met sur le dos de son entreprise ou de son conjoint sa dépression. Alors peut-être que ça joue un rôle, hein, mais on va déjà traiter la dépression et après on fera le point ensemble, on réfléchira. Et surtout, je leur dis de ne jamais prendre de décision importante quand on est déprimé, parce qu'on n'a pas un avis éclairé et on risque de prendre une mauvaise décision. Et nombre de patients qui m'ont dit, une fois qu'ils allaient mieux, heureusement vous m'avez dit surtout de ne pas démissionner ou de quitter ma femme ou mon mari, parce que c'était la mauvaise décision. Voilà, donc ça c'est important. Et juste pour finir, un point, si c'est la fin, Vas-y. un point important hein, par rapport effectivement au sujet du retard diagnostique et de la stigmatisation, c'est par rapport aux jeunes. Hein, les jeunes aujourd'hui sont très anti-médicaments. Hein, ils ont très peur des médicaments, ils veulent des médecines naturelles, voilà. Et parfois c'est difficile hein, de les convaincre et on les voit du coup soit ne pas revenir en consultation, soit s'aggraver. Hein.